Bonjour tout le monde, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la deuxième partie du cours qui porte sur les probabilités. Donc aujourd'hui, on va voir les méthodes de dénombrement qui se retrouvent à la section 8.2 de votre livre à la page 338. Essentiellement aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est premièrement un retour sur les notions qu'on a vues au dernier cours, c'est-à-dire celui que vous avez vu lundi. On va voir ensuite les définitions de dénombrement et l'utilité de le faire. Et nous allons voir aussi les méthodes de dénombrement et les situations d'utilisation. Donc, les méthodes qu'on va voir, ce sont le diagramme en arbre, la grille, le réseau et le diagramme de Venn. Alors, petit rappel sur le dernier cours. On a vu qu'une expérience aléatoire, c'était une expérience dont l'issue n'est déterminée que par le hasard. On a vu la définition de probabilité. C'est la chance qu'a un événement de se réaliser dans une expérience aléatoire. Un événement, on a vu qu'il y en avait plusieurs sortes en fait, mais on en a ressorti 4. C'est-à-dire on avait l'événement certain qui a une probabilité qui est égale à 1. On avait l'événement impossible qui avait une probabilité de réussir à 0. On a les événements qui sont équiprobables, c'est-à-dire qui ont exactement la même probabilité de se réaliser. J'ai donné un exemple ici avec P, avec la probabilité qui est égale à 1/2, mais ça pourrait être une autre fraction. Et on a à travers tout ça, on va avoir les événements qui sont plus probables ou moins probables, c'est-à-dire un événement est plus probable qu'un autre, par exemple dans une même expérience aléatoire. On a vu aussi qu'on pouvait déterminer l'univers des résultats possibles. On a vu que c'était l'ensemble oméga, qu'on utilise avec la lettre majuscule oméga. Et c'est un ensemble qui décrit tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Par exemple, si on considère lancer une pièce de monnaie, l'ensemble oméga va être déterminé par soit pile ou face. On pourrait donner aussi un exemple avec un dé à 6 faces, où j'aurais l'ensemble oméga serait déterminé par tous les résultats d'un dé à 6 faces, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On a vu aussi qu'un événement, c'était un sous-ensemble de l'univers des possibles. Donc, par exemple, on a l'événement A, ici, que j'ai défini comme étant obtenir un nombre premier sur un lancer d'un dé à 6 faces. Donc, l'événement A, les événements qui sont associés à cet événement-là, donc c'est d'obtenir, on sait que les nombres premiers sur un dé de 1 à 6, c'est 2, 3 et 5. On se rappelle que 1, ce n'est pas un nombre premier. Je vous rappelle rapidement la définition. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Donc, 1 ne sera pas un nombre premier parce qu'il n'a pas de 2 diviseurs. Alors, les nombres premiers sont 2, 3 et 5. Et on sait que l'univers des possibles associés à un dé à 6 faces sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, la probabilité associée à l'événement A serait, quand on considère le nombre de cas favorables, c'est-à-dire les nombres premiers, sur tous les cas possibles, ils vont être de 3 cas favorables, le 2, le 3 et le 5, sur 6 pour tous les cas possibles d'un dé à 6 faces. Donc, on aurait une probabilité d'une demi. Et finalement, on a vu qu'une expérience aléatoire pouvait être simple ou composée. Une aléatoire simple, elle a une seule étape, par exemple, lancer une pièce de monnaie. Et une expérience aléatoire composée, elle, va comporter plusieurs étapes. Dans ce cas-ci, ça pourrait être lancer une pièce de monnaie plus tirer une carte d'un jeu de 52 cartes, par exemple. On a vu enfin qu'il pouvait y avoir un ordre dans les résultats. L'ordre des résultats va déterminer le nombre de résultats qui sont associés à une expérience aléatoire. Et on a vu aussi qu'il y avait il pouvait y avoir une dépendance entre les différentes étapes d'une expérience aléatoire composée, c'est-à-dire que si on fait une expérience sans remise, donc si je pige et que je ne remets pas je pige une bille dans un sac, par exemple, et je ne remets pas la bille dans le sac,
ben nécessairement, la deuxième pige va être influencée par la première. Alors qu'on aurait une indépendance d'événements si on remettait la bille dans le sac. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le dénombrement, ça va servir à quoi? En fait, le dénombrement, on va le faire dans toutes les situations. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de résultats possibles de chacune des expériences qu'on va faire. On veut savoir à chaque fois c'est quoi l'univers des résultats possibles. C'est quoi le oméga pour pouvoir calculer notre probabilité. Dans le cas des expériences aléatoires simples, ça se fait assez aisément. On peut prendre le lancer d'un dé à 6 faces. Mais le oméga ici, on va pouvoir le définir comme étant 1, 2, 3, 4, 5 et 6, car ce sont tous les résultats que je peux obtenir. Si on fait le lancer d'une pièce de 25 sous, encore là, c'est tout simplement le lancer d'une pièce de monnaie, on peut obtenir deux résultats, soit pile, soit face. Maintenant, si on pige une bille d'un sac composé de 3 billes, dont une verte, une bleue et une rose, bien, si je pige une bille, j'ai 3 résultats possibles, soit verte, soit bleue ou soit rose. Donc, on n'a pas vraiment besoin de méthode particulière pour dénombrer ici. Il s'agit juste de savoir à quoi on a affaire. Bon, évidemment, on n'aura pas toujours affaire à des expériences aléatoires simples. Bon, on pourrait avoir affaire à des expériences aléatoires composées. Et là, on va se donner des outils de plus. Le premier qu'on va voir, c'est le diagramme en arbre. Ça, c'est une méthode qui est utilisée pour représenter les résultats possibles d'une expérience à plusieurs étapes. Donc, elle peut être utile dans la majorité des cas. Voyons voir comment ça fonctionne. Prenons le cas d'un lancer de pièces de monnaie qu'on va répéter à 3 reprises et on veut noter le résultat obtenu. Comme c'est une expérience aléatoire qui se déroule à 3 reprises et qui a 3 étapes en fait, on va avoir une expérience aléatoire composée. Donc, la première étape, on va y aller avec, on va commencer par un point de départ, donc le début de mon expérience. Je mets un petit dé ici pour dire que c'est le départ. Et là, j'ai 3 événements. En fait, j'ai 3 étapes. La première étape, on va lancer une première pièce de monnaie. On va lancer ensuite une deuxième pièce de monnaie et finalement une troisième. Et maintenant, on va regarder à chaque étape ce que je peux avoir comme résultat. Donc, au premier lancer, combien de résultats possibles je peux avoir? Évidemment, comme c'est pile ou face, je peux avoir 2 résultats. Donc, je peux avoir soit pile, soit face. Et là, idéalement, et je vous recommande très fortement de prendre une règle et de faire une arête comme ça, qui va identifier les 2 résultats possibles. Maintenant, on est au deuxième lancer. Au deuxième lancer, évidemment, si je relance ma pièce de monnaie, je peux encore avoir 2 résultats possibles. Donc, pour le premier cas ici en haut, pour chacun des cas, je vais avoir 2 résultats possibles. Pour pile et pour face. Donc, comme deuxième lancé, je peux avoir pile ou face. Après avoir eu pile, et après avoir eu face, je peux encore avoir pile ou face. Et là, j'ai 2 lancers de compléter. Il me reste un troisième lancer. Mais pour chacun des cas qu'on a eu et à la première et à la deuxième étape, je vais avoir 2 autres résultats possibles qui vont être pile ou face. Et je vais répéter ça pour chacun des résultats précédents. Ce qui va nous donner une série, en fait, c'est ce qui va générer, en fait, tous les cas possibles, donc notre oméga. Donc, en bout de ligne, à droite complètement, je peux venir identifier mon oméga, qui sont tous les cas possibles, et je vais tracer tous les chemins possibles. Donc, je peux avoir pile au premier lancer, pile au deuxième lancer,
et pile au troisième lancé. Donc, je vais avoir pile, pile, pile. Maintenant, et là, c'est important d'être systématique. Je retourne à mon premier lancé, deuxième lancé, et ici, après le deuxième lancé, j'ai eu face. Donc, je vais aller identifier le face qui est ici. Donc, maintenant, j'ai eu pile, pile, face. Et on va continuer comme ça pour aller au deuxième lancé où j'ai eu face et pile. Donc, je peux avoir pile, face et pile. Et je continue comme ça, jusqu'à ce que j'ai identifié tous mes résultats. Maintenant, on regarde combien de résultats on a eu. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 résultats. Et là, on va se rendre compte qu'il y a un lien multiplicatif entre chacune des étapes. C'est-à-dire que, à ma première étape, j'avais 2 réponses possibles. En fait, je pouvais obtenir 2 résultats différents, soit pile, soit face. Donc, j'ai 2 résultats ici. À la deuxième étape, j'ai 2 résultats aussi. Et à la troisième étape, j'ai encore 2 résultats. Et on va se rendre compte qu'on a un lien de multiplication qui va se produire entre chacun des résultats, qui va me donner 2 fois 2 fois 2, qui me donne 2 exposant 3, qui est égal à 8 résultats, les 8 résultats qui sont identifiés ici. Essentiellement, la méthode d'arbre de probabilité, c'est exactement comme ça qu'on va la réaliser. Maintenant, la deuxième méthode qu'on va regarder, ça va être la méthode de la grille, ou c'est ce qu'on appelle aussi un tableau à double entrée. Ça, c'est une méthode qui est utilisée principalement pour représenter les résultats possibles d'une expérience, mais seulement à 2 étapes. On ne peut pas avoir plus d'étapes que ça. Voici comment ça fonctionne. Dans l'exemple ici, l'expérience consiste à lancer un dé à 6 faces équilibré, numéroté de 1 à 6, puis à lancer une pièce de 1 $. Donc, on peut conclure qu'on a une expérience à 2 étapes et on veut dénombrer tous les résultats possibles. Donc, créer notre ensemble oméga. Le tableau double entrée est construit de cette façon-là, c'est-à-dire que à l'horizontale, je vais indiquer les résultats d'une des 2 expériences. Ça peut être la première ou la deuxième étape, ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai choisi d'y aller sur la largeur parce que j'ai plus de résultats avec le dé, où on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. À la verticale, on va choisir, ou sur l'autre axe, on va choisir la deuxième étape qui va être de lancer une pièce de monnaie. Et là, on peut avoir les résultats, soit pile ou face. Et à partir de ce tableau-là, on va aller dans chaque rectangle associé à 2 cases, on va aller indiquer ce qui va se retrouver à l'intérieur. Donc ici, je vais avoir mon résultat, entre parenthèses. La première étape consistait à lancer le dé, j'ai obtenu 1 et je peux obtenir pile. À la deuxième possibilité, je vais obtenir un 2 sur mon dé et pile sur mon lancer de pièces de monnaie. Et je continue comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut dénombrer encore une fois les résultats qu'on a ici à l'intérieur de notre grille. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 résultats possibles. Et c'est tout à fait en lien avec ce que j'ai fait comme expérience qui consistait en une première étape où j'avais 6 résultats possibles et une deuxième étape où j'avais 2 résultats possibles. Et encore ici, le lien multiplicatif va s'appliquer. Donc 6 fois 2, je vais avoir 12 résultats possibles dans mon univers des possibles oméga. C'est pas plus compliqué que ça. La troisième méthode qu'on va voir, on l'appelle la méthode du réseau. En fait, le réseau, c'est une méthode qui est utilisée pour représenter les résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes, mais seulement lorsque les étapes sont indépendantes.
Donc, on peut s'en servir au même titre qu'on se sert de l'arbre, par exemple. Donc, c'est une forme de plus pour pouvoir faire le dénombrement des résultats. Voyons voir comment ça se traduit à l'aide d'un exemple. Le jeu télévisé. Un concurrent à un jeu télévisé doit tourner 2 roues. La première est divisée en 5 sections identiques, dont chaque section est identifiée d'une lettre du mot bravo. Donc B-R-A-V-O. La deuxième compte 3 sections identiques, peintes en rouge, en jaune et en vert. Pour remporter, le concurrent doit tirer dans l'ordre la lettre B suivie de la couleur vert. On s'intéresse à la probabilité de ce concurrent de gagner. Bon, on se rappelle que l'utilisation du réseau se fait avec des expériences aléatoires dont les étapes sont indépendantes. Ici, clairement, j'ai 2 roues. Le fait de tourner la première roue n'aura pas d'impact sur la deuxième roue. Donc, on va parler premièrement d'indépendance. Maintenant, le fait de tourner la première roue va constituer ma première étape. Et tourner la deuxième roue va être la deuxième étape de mon expérience aléatoire. Une fois que ça c'est fait, on va faire un peu comme le diagramme en arbre, c'est-à-dire qu'on va partir d'un point de départ, puis on va énumérer pour chacune des étapes chacun des résultats possibles. Donc, mon point de départ va être ici à gauche. Et maintenant, les résultats possibles pour la première étape, ben, je vais énumérer les lettres que je peux obtenir. C'est-à-dire le B, le R, le A, le V et le O. Et ça va nous amener au début de la deuxième étape. Et je vais tracer des lignes qui vont partir de mon point de départ en passant par chacun des résultats jusqu'au début de ma deuxième étape. C'est ce qui va constituer la première partie de mon réseau. Et ici, on sait qu'on a 5 résultats possibles. Maintenant, si je regarde la deuxième étape, ben je sais que je peux obtenir 3 résultats. Soit le rouge, soit le jaune, ou soit le vert. Et je vais repartir du début de la première étape jusqu'à la fin de mon expérience. Donc, je vais tracer encore là un réseau qui va relier les points en passant par chacun des résultats. Et je peux identifier les 3 résultats qui sont ici. Maintenant, je sais que le concurrent va gagner s'il tire d'abord un B et ensuite il tourne la roue et obtient vert. Donc, pour identifier le lien du réseau qui va permettre de représenter, si on veut, l'expérience aléatoire ou le résultat à obtenir, ça va être ce lien-là. Et encore ici, le lien multiplicatif va apparaître et on va obtenir 15 résultats. Ces 15 résultats-là font partie de mon univers des résultats possibles. Donc, mon oméga va être égal à 15. Ce qui veut dire que, comme on s'intéresse à la probabilité, je vais dire la probabilité d'obtenir un B et la couleur verte, elle est, j'ai juste un chemin qui me permet de le faire, donc elle est de 1 sur 15. Donc, mon concurrent a une chance sur 15 de réussir. Alors, pour compléter ce cours, on va voir la dernière méthode pour faire le dénombrement des résultats possibles. On va voir le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn, c'est celui qu'on a déjà utilisé là, quand on a travaillé le PPCM et le PGCD. Donc, cette méthode-là, on va l'utiliser pour représenter les résultats d'un ou de plusieurs événements, mais à l'intérieur de l'univers de tous les résultats possibles. Donc, on va déjà avoir une idée, on va déjà connaître les résultats
possibles, on va déjà connaître l'univers, il va maintenant rester à les classer en fonction de certains événements qui nous intéressent. Voici comment ça se présente. Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à 12 faces et à noter le résultat obtenu. On s'intéresse aux événements suivants. Événement A, obtenir un nombre premier. Événement B, obtenir un nombre inférieur à 7. On s'intéresse à la probabilité d'obtenir un nombre premier qui n'est pas inférieur à 7. Donc, première étape, considérant qu'on sait qu'on a un dé à 12 faces, on peut déjà déterminer notre oméga. Donc, l'univers des résultats possibles va être défini par les résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et jusqu'à 12. Donc ça, c'est notre oméga. Celui-là, on le connaît déjà. Maintenant, on va les classer dans un diagramme de Venn, donc dans les deux cercles, chacun des nombres qui ont les caractéristiques de ces ensembles-là. Bon, règle générale, quand on va tracer un diagramme de Venn, on va utiliser des ovales plutôt que des cercles. Ça nous laisse plus de place pour indiquer nos nombres. Donc ça, c'est mes deux ensembles qui vont déterminer chacun un événement. Le premier cercle va être associé à l'événement A. Donc tous les nombres qui sont premiers vont se retrouver dans ce cercle-là. Et là, quand j'utilise le mot cercle, je veux dire ovale. Là. Donc dans le cercle B, ça va être tous les nombres qui sont des nombres inférieurs à 7. Et là, il y a peut-être certains nombres qu'on ne pourra pas placer dans ces deux ensembles-là. On va en construire un troisième. On va toujours construire un grand rectangle autour de nos cercles. Et cet ensemble-là, c'est dans cet ensemble-là, en fait, que va se retrouver tout ce qui n'a pas pu rentrer soit dans l'événement A ou dans l'événement B. Et ça, on va l'appeler oméga. Donc ça, c'est tout ce qui est dans oméga, mais qui n'est pas dans les deux ensembles. Maintenant, on se pose la question, quel nombre je vais pouvoir placer à l'intérieur de mes ensembles? Bon, on va y aller un par un. Le nombre 1, est-ce que c'est un nombre premier? Non, donc on ne peut pas le mettre dans A. Est-ce que c'est un nombre qui est inférieur à 7? Oui. Donc, on peut dire que 1 s'en vient ici. Le nombre 2, est-ce que c'est un nombre premier? Oui. Est-ce que c'est un nombre qui est inférieur à 7? Oui. Donc, lui, il va se retrouver dans les deux ensembles à la fois. Donc, mon 2 va aller ici. 3, est-ce que c'est un nombre premier? Oui. Donc, il va aller dans A. Est-ce que c'est un nombre qui est inférieur à 7? Bien sûr. On va aller dans l'intersection. 4, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Et est-ce que c'est un nombre qui est inférieur à 7? Oui. Donc, on va le mettre dans B, mais il ne faut pas qu'il soit dans A. Le 5, est-ce que c'est un nombre premier? Oui. Est-ce que c'est un nombre inférieur à 7? Oui. Donc, on va le placer dans l'intersection. Le 6, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Est-ce que c'est un nombre qui est inférieur à 7? Oui. Donc, je peux placer mon 6 ici. Le 7, est-ce que c'est un nombre premier? Oui. Est-ce que c'est un nombre qui est inférieur à 7? Non. Il est égal à 7, mais il n'est pas inférieur. Donc, c'est un nombre premier. Donc, il va être dans l'ensemble A, mais il ne sera pas dans l'ensemble B. Je vais le mettre ici. Le 8, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Est-ce qu'il est inférieur à 7? Et là, on peut se douter que tous les autres nombres vont tous être supérieurs à 7. Donc, mon 8 va venir ici. Mon 9, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Donc, je vais le placer là, parce qu'il n'est pas inférieur à 7. Le 10, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Je le place là. Le 11, c'est un nombre premier? Oui. Donc, je vais le placer dans A. Et maintenant, mon 12, parce que je sais que j'ai un dé à 12 faces, va s'en venir ici parce que c'est ni un nombre premier, ni un nombre qui est inférieur à 7. Maintenant, on se pose la question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier qui n'est pas inférieur à 7? Donc, tous mes nombres premiers qui ne sont pas inférieurs à 7, c'est ceux qui se retrouvent dans A, mais qui ne se retrouvent pas dans B. Donc, ça va être tous les nombres qui sont dans l'ensemble ici. Donc, ça va être le 7 et le 11. Donc, ma probabilité va être égale à 2 sur 12, ou encore un sixième. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire. Vous pouvez me
poser vos questions au moment que vous désirez. Je vous rappelle que tous les mardis et les jeudis, il va y avoir des Google Meet sur la matière. Et cette matière-là va être déposée, quant à elle, tous les lundis et tous les mercredis. Et on va fonctionner comme ça jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.